Soyez bienvenus. Nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International. Nous ne sommes pas, vous le voyez, dans le studio habituel de Paris. Je vous accueille à Bruxelles, capitale de la Belgique, mais également de l'Union européenne, à l'occasion des 60 ans du traité de Rome dont nous allons parler dans International. Je vous retrouve donc devant l'entrée de ce Parlement européen qui concrétise aujourd'hui une avancée démocratique par rapport à ce traité de Rome ratifié il y a 60 ans. C'était un moment historique. Je vous propose de voir dans ce reportage la façon dont un jeune journaliste à l'époque a couvert la signature de ce traité. Il ne savait pas que ça allait être un moment historique. Il nous raconte, il évoque cette rencontre des 6 pays fondateurs. C'était à Rome, donc le 25 mars 1957. À 87 ans, Tito Stagno est ce qu'on appelle un monstre sacré de la télévision italienne. C'est la voix du premier pas de l'homme sur la Lune, mais c'est aussi lui, jeune journaliste, qui a commenté en Eurovision la signature du traité de Rome au Capitole. Cette salle qui m'est toujours apparue comme immense, les autres fois où j'y suis passé ce jour-là, m'a semblé toute petite. Elle était pleine à craquer. Tout le monde passait devant moi et le moniteur. Les gens m'ont empêché de voir les images de la signature pendant le direct, au moins 6000 fois. Car c'est dans la salle des Horaces et des Curias que la signature historique prend place, un lieu monumental qui raconte la naissance de Rome, des fresques flanquées de 2 énormes statues, des papes Urbain VIII et Innocent X. La présence de ces statues de 2 papes, qui bénissaient en quelque sorte la signature des traités, a fait dire à l'époque aux mauvais penseurs que derrière tout cela se cachait une conspiration des catholiques, ou pire encore, du Vatican. Tito Stagno affirme n'avoir jamais oublié le geste de ces 6 hommes prêts à lier le destin de leurs pays respectifs. Tous ensemble, ils avaient vraiment compris le message, l'élan de leurs illustres prédécesseurs, ceux qui avaient déjà proposé les premières tentatives d'unification de l'Europe. Et cela, juste après la guerre. Incroyable. La petite histoire raconte aussi que quelques heures avant la signature, l'Allemagne exige que ces 2 traités écrits en français soient aussi traduits en allemand. Ils n'avaient pas le temps de le traduire et de l'imprimer. Et donc, qu'ont-ils fait? Ils ont mis la première et la dernière page, et entre les deux, un tas de feuilles blanches. Donc en réalité, ils ont signé des traités inexistants. Et personne ne le savait à ce moment-là. Personne ne s'en était rendu compte. Ce jour-là, je me souviens, j'ai conclu mon commentaire en disant « Voilà, à partir d'aujourd'hui, nous faisons partie de la grande famille européenne ». Une phrase émouvante pour faire verser une petite larme, comme dans les films. À la fin de la cérémonie, les cloches de Rome ont sonné à toute volée. Rome, choisie pour éviter les jalousies entre la France et l'Allemagne, berceau de la civilisation européenne, fut donc capitale de l'Europe, mais pour un jour seulement. Voilà, je vous retrouve à l'intérieur de ce Parlement européen, dans le studio d'ailleurs du Parlement, avec notre invité, Philippe Lamberts. Merci d'être avec nous pour parler de cette actualité européenne. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes l'un des 751 députés. Vous êtes vert, écologiste, coprésident de ce groupe, et vous êtes l'une des figures, l'une des voix. Vous vous êtes illustré dans un certain nombre de débats, et on s'est dit que voilà, on n'avait pas envie d'avoir un propos prudent ou mièvre, donc on compte sur vous pour y aller franchement. Vous pouvez. On parle, on vient de le voir dans ce petit rappel historique, on parle donc de ce 60e anniversaire, et avec mes collègues Sophie Malibaud de RFI et Jean-Pierre Strobans, qui est correspondant du Monde ici, on a bien des questions à vous poser sur l'ensemble de cette actualité. Je voudrais, d'ailleurs, on pourrait être étonné que vous soyez à Bruxelles, vous devriez être à Rome. Qu'est-ce qu'on célèbre actuellement avec ce 60e anniversaire? Parce qu'au niveau des populations, au niveau des opinions publiques, c'est indifférence.
Oui, je crois d'ailleurs qu'à l'époque, enfin je n'étais pas né, en 1957. Vous aviez... Non, vous êtes moins né 6 ans plus tard. Vous êtes né 6 ans plus tard, vous avez 54 Exactement. ans. Je ne suis pas sûr que la signature du traité de Rome a suscité un enthousiasme délirant dans la population européenne. Simplement, c'est peut-être le point de départ politique de ce qui est devenu entre-temps l'Union européenne. C'est vrai que les semences en avaient été semées bien avant. Mais c'était vraiment le coup d'envoi politique de ce qui est devenu l'Union européenne. Donc c'est vrai que ça a été un moment important, mais il ne faut pas en surestimer l'importance. La question qui est posée évidemment, c'est l'importance du projet d'intégration politique européenne pour nos concitoyens aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que beaucoup d'entre nous se posent la question du sens de l'intégration politique européenne aujourd'hui. Et je crois que nous devons nous faire à la fois les pédagogues, mais aussi être à l'écoute des inquiétudes de nos concitoyens à ce sujet-là. Sophie Malibaud, RFI. C'était au tout début la communauté économique européenne. Ouais. Alors, le fait d'avoir mis l'économie en premier, est-ce que c'est peut-être pas ça qui finalement a, au bout du compte, posé des problèmes et rendu l'avancée des sujets européens un petit peu limitée? Alors c'est vrai qu'on a commencé par le charbon et l'acier qui était le cœur de l'économie et en effet... Et les outils de la guerre, hein, les outils de la guerre. Commencer par l'économie, ce n'est pas un problème. La question, c'est si on s'arrête à cela. Alors, on ne peut pas non plus dire qu'on s'est vraiment arrêté. On a fait la politique agricole commune, on a fait la liberté de circulation, qui sont des projets dont la portée dépasse le seul économique. Mais c'est vrai que faire un grand marché, faire une monnaie unique, sans unifier la fiscalité et la sécurité sociale, c'est de facto mettre en concurrence les systèmes sociaux et fiscaux des États membres. Et cette concurrence, lorsqu'elle est arbitrée par les entreprises multinationales, c'est forcément une concurrence au moins 10 ans. Et ça, c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Autrement dit, avoir fait l'Europe de la monnaie et l'Europe du marché sans faire l'Europe sociale et fiscale ne pouvait nous mener que là où nous sommes aujourd'hui. Il est encore temps de changer de cap, mais le temps nous est compté. Jean-Pierre Sorbonne. Monsieur Lambert, l'Europe est visiblement un tournant, vous le dites vous-même. Le président de la Commission européenne vient de déposer ce qui s'appelle dans le jargon bruxellois un livre blanc, retenant 5 scénarios pour l'Union européenne. Il a quand même exclu la désintégration complète de l'Union, mais il évoque plusieurs scénarios possibles. Lequel a votre préférence entre l'Europe à plusieurs vitesses, les cercles concentriques, ou bien se concentrer uniquement sur le marché intérieur? Quelle est votre option? Au risque de vous décevoir, si vous voulez, ce qui m'a déçu dans le document déposé par Jean-Claude Juncker, c'est qu'il parle de la vitesse et de la géométrie. Autrement dit, on va le faire à combien et à quelle vitesse? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? La question est quelle direction? Autrement dit, si ça reste l'Europe des traités de libre-échange néolibéraux, si ça reste l'Europe de la mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux, qu'on le fasse vite ou lentement, qu'on le fasse tous ensemble ou à quelques-uns, ne change pas grand-chose à l'affaire. Ce sont des politiques qui vont dans le sens d'une plus grande inégalité, d'une plus grande exclusion. Ce que j'aurais aimé, c'est que Jean-Claude Juncker pose la question du sens. Autrement dit, quelle est la direction que nous prenons? Est-ce que nous remettons la dignité de tous les êtres humains, et pas seulement des 1% ou, je vais dire, de la minorité qui profite de la mondialisation? Est-ce que nous mettons cela au centre ou de la dignité de tous? Et il me semble en tout cas que l'ambition européenne, c'était quand même d'assurer la paix sur ce continent par d'une part l'extension de la démocratie et des libertés, d'autre part par une prospérité partagée. Or, tout le monde peut voir que l'Europe à la fois n'a jamais été aussi prospère et cette prospérité n'a jamais été aussi inégalement partagée. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et ensuite, on doit voir, est-ce qu'on est capable de faire ça à 28 ou pas? On est dans une Europe à plusieurs vitesses. Je rigole un peu. Il pose bien la question tout de même, Jean-Claude Juncker, de savoir s'il faut que l'Europe se mêle de tout ou s'il faut qu'elle restreigne ses missions à certains chapitres particuliers. Là-dessus, soyons très clairs. L'Europe à plusieurs vitesses n'est pas une nouveauté, elle existe. Je veux dire, il y a 19 États membres dans la zone euro, il y en a donc 9 qui n'y sont pas. Et donc c'est déjà une vitesse très différente et c'est un choix vraiment structurant. Donc, Europe à plusieurs vitesses, oui, il va falloir, parce qu'on ne peut pas marcher à la vitesse du plus lent. Première chose. 2, est-ce que l'Europe doit s'occuper de tout? Bien sûr que non. Je suis un fédéraliste européen. Et souvent, quand on utilise ce mot, on comprend, en particulier en France, centraliste européen, c'est-à-dire tous les pouvoirs à Bruxelles. Je ne suis pas de ceux-là. Un fédéraliste, c'est quelqu'un qui dit à chaque niveau de pouvoir ses compétences. Et je pense qu'il y a des compétences pour les États membres, il y a des compétences pour les régions, il y a des compétences pour les communes, il y a des compétences que l'on exerce mieux au niveau européen. Et en effet, il faut se focaliser là-dessus. Et si vous voulez demander mon avis, par exemple,
est-ce qu'on doit encore avoir une politique agricole commune? Autrement dit, est-ce qu'on doit organiser au niveau européen la subsidiation de l'agriculture? J'en suis pas sûr. Fixer les normes, oui. Fixer les orientations, oui. Mais organiser les subventions pour le secteur, je suis pas sûr. Par contre, il y a un domaine qu'on devrait européaniser, c'est bien le secteur de l'énergie. Autrement dit, on sait que l'énergie, c'est le cœur de l'économie. L'Europe est ultra dépendante de Poutine, qui est notre premier fournisseur, et des monarchies d'Arabie et d'Afrique de l'Ouest. Enfin, oui, ce n'est pas des monarchies, mais enfin, c'est en tout cas pas des démocraties. Si on veut organiser notre indépendance énergétique, c'est clair que ce n'est pas l'Allemagne toute seule qui va faire sa petite transition énergétique et la réussir. On doit le faire ensemble. Donc, il y a des projets qui nécessitent une approche commune. Et il y a des projets qui ne le nécessitent pas. Vous dites ça, donc vous n'êtes pas forcément pour qu'il y ait une Europe de l'agriculture, mais est-ce que vous êtes pour une Europe qui se mêle des normes sanitaires et qui mette encore plus de réglementation, etc. Mais qui se mêle de moi, ça me fait un peu rigoler, parce que j'entends des ricanements parfois. Oh, l'Europe s'occupe de réglementer les normes techniques des chasses de toilettes. C'est très rigolo. Ben, il se fait que... Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Parce qu'on sait que les chasses de toilettes consomment énormément d'eau et malheureusement d'eau potable. Donc on a intérêt à utiliser intelligemment une ressource rare. Alors, qu'est-ce qui est plus intelligent? De faire 28 normes ou d'en faire une? Qu'est-ce qui est plus efficace? De réfléchir 28 fois ou de réfléchir une fois? Et donc, il y a toute une série de normes qu'il vaut mieux penser une fois et bien les penser, plutôt que les penser 28 fois et finalement se retrouver dans un marché désuni. Parce que vous savez... les entreprises ont l'air de dire qu'il y a une forêt de normes. Bien sûr qu'il y a une forêt de normes, c'est normal. Si vous voulez protéger la vie des gens, si vous voulez protéger l'environnement, si vous voulez protéger la qualité de vie, il vous faut mettre des normes. Alors que ces normes soient parfois trop compliquées, je veux bien l'admettre. Mais d'ailleurs, moi je réponds souvent aux entreprises, pourquoi par exemple les normes de régulation financière sont si compliquées? Eh bien, parce que pendant qu'on les rédige, tel secteur bancaire, tel secteur des assurances vient nous trouver en disant « Ah, mais je voudrais bien ma petite exception pour ceci, je voudrais bien ma petite exception pour cela. » Et on arrive avec un fatras ultra complexe, mais qu'ils ont voulu. Parce que plus une législation est complexe, plus il est facile de la contourner. Alors Philippe Lamberts, on va essayer de ne pas faire d'entre-soi. On est au Parlement européen, on est avec un eurodéputé, il y a ici autour de nous d'autres eurodéputés. Voyons au niveau des populations. Les Européens, 1,5 milliard d'habitants, en gros c'est ça. Il y a quand même plus que des nuances. Il y a les eurosceptiques et même des anti-européens. Je pense à l'Europe centrale et orientale. On fait semblant de dire on est dans une grande Europe, mais en fait, il n'y a pas la même lecture, la même attente et même les mêmes blocages. Il n'y a pas un ensemble de population. Mais oui, mais donc toutes ces différences, elles existent et elles sont parfois profondes, mais il ne faudrait pas commettre l'erreur de mettre sur ces différences des frontières nationales. Autrement dit, je prends un exemple, la Roumanie. On a assisté récemment à des manifestations monstres en Roumanie contre la corruption et pour l'Europe. C'est un pays de l'Est, que je sache. Et on voit des manifestations anti-européennes en Italie ou en France. Donc ce n'est pas comme si l'euroscepticisme était hongrois ou polonais et l'euro-enthousiasme était français, italien, pas du tout. C'est au sein de nos pays que les opinions sont divergentes. C'est vrai que s'il y a une unité en Europe, en tout cas aujourd'hui, c'est une unité largement autour des politiques de la pensée unique. C'est vrai que les grandes familles politiques traditionnelles sont réunies autour de l'agenda néolibéral d'adaptation de l'Union européenne à la mondialisation néolibérale, une mondialisation qui est essentiellement... dont la direction est déterminée par les entreprises. Et ça, ces partis sont majoritaires, pas seulement en France ou en Allemagne, ils sont majoritaires en Roumanie, ils sont majoritaires peut-être un peu moins en Pologne, mais en tout cas, c'est une tendance qu'on voit un peu partout. Donc, de grâce, ne réduisons pas les divergences et les différences que nous pouvons avoir entre Européens à des divergences entre nations. C'est ce que les partis nationaux populistes font. Ce sont des partis de l'opinion publique. J'ai des amis en Pologne comme j'ai des ennemis en Pologne. Bien sûr. Votre compatriote Paul Magnette, le président de la Wallonie, vient lui de dire que à terme, l'Europe ne pourrait pas continuer à vivre comme ça et que des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, comme des pays scandinaves éventuellement qui bénéficient d'une série d'avantages européens sans entrer notamment dans la zone euro et ses contraintes, seraient peut-être forcés un jour de quitter l'Union. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Je ne suis absolument pas d'accord. Et là, je dois dire que pour le coup, Paul Magnette m'a choqué parce que je pensais que c'était un Européen convaincu et j'ai été choqué de l'entendre dire, en citant nommément 4 pays européens, qu'en fait, il faudrait s'en débarrasser. Je rappelle à Paul Magnette que le début de la sagesse consisterait, pour la famille socialiste à laquelle il appartient, de déjà exclure les socialistes slovaques au pouvoir, les socialistes roumains au pouvoir, qui incarnent ce qu'il dit rejeter. Donc, qui commence à faire le ménage dans sa famille, avant d'envoyer un message à tous les démocrates slovaques, à tous les démocrates polonais, à tous les démocrates roumains, qui sont des Européens convaincus en disant « vous n'appartenez pas au club ». Je trouve que c'est une attitude indigne. On a dit au moment des conflits en ex-Yougoslavie qu'il fallait partout soutenir
les pacifistes et les démocrates dans toutes les ex-républiques de l'ex-Yougoslavie, plutôt que de dire finalement c'est le bordel chez vous, on ne veut pas entendre parler de vos pays. Mais Je Philippe pense Lamberts... que le boulot de l'Europe, c'est réellement ça, c'est stimuler l'émergence des valeurs démocratiques tout au travers du continent. Est-ce qu'il y a des forces qui y résistent? Bien évidemment, mais ces forces, il faut les combattre dans le champ politique. Sophie Malibaud. Philippe Lamberts, est-ce qu'il n'y a pas tout de même parfois un conflit de valeurs assez profond entre le leadership de ces pays et les buts de l'Europe? Je pense notamment à leur attitude vis-à-vis des réfugiés. Oui, alors ça c'est clair qu'il y a des divergences assez massives, mais je constate par exemple au pic de la crise des réfugiés, on a entendu des expressions extrêmement martiales et des attitudes inqualifiables de la part, par exemple, du Premier ministre Orbán en Pologne, je rappelle, au nom des valeurs chrétiennes de l'Union européenne, en Hongrie, oui. et soutenu par sa pardon. famille politique, en Hongrie, pardon, soutenu par sa famille politique, le PPE. Mais j'ai entendu des expressions aussi martiales dans la bouche d'un certain Manuel Valls, un Catalan immigré en France, enfin un fils de Catalan immigré en France, qui a dit « la France ne peut pas accueillir de réfugiés ». Alors c'était dit avec un poil moins d'arrogance, mais un poil seulement. Donc on ne vient pas me dire de nous... Mais sur le fond, il y a une conception quelque part d'une sorte de nation avec des populations qui se veulent homogènes. Dans la bouche d'un Viktor Orban qui est aux antipodes de ce que pense... Et ça, il faut reconnaître que les pays qui appartenaient au bloc soviétique ont vécu dans un intervalle de leur histoire où c'était des sociétés homogènes et où les seuls immigrés étaient des étudiants venus du bloc communiste ailleurs dans le monde, des Vietnamiens, des Africains, etc., qui n'étaient pas vraiment très bien accueillis et renvoyés chez eux dès qu'ils avaient fini leurs études. Et c'est vrai qu'apprendre à vivre dans une société multiculturelle, c'est pas évident. C'est un parcours long, difficile, et que d'ailleurs, nous, ne réussissons pas toujours très bien. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'ils doivent s'y plier? Alors, là-dessus, je pense qu'on a commis une erreur. On a commis une erreur quand on a quelque part voulu imposer l'accueil des réfugiés aux quatre États qui s'y étaient opposés. Je pense que ce qu'on aurait dû faire au sujet de l'accueil des réfugiés, c'est de faire la coalition des volontaires, de nouveau Europe à plusieurs vitesses, en disant voilà, les États volontaires vont travailler ensemble pour prendre une partie de la charge de l'accueil des réfugiés et nous allons continuer à parler avec les autres. Mais leur présenter le bâton, c'était, je pense, leur donner un argument de radicalisation. Et donc là, je crois que politiquement, on a fait une erreur. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la solidarité, ça ne peut être que volontaire, mais enfin, il faut construire l'agrément, il faut construire l'accord, plutôt que de l'imposer, surtout dans des matières aussi sensibles. Philippe Lamberts, vous êtes illustré, on parlait des réfugiés ou des migrants, vous êtes illustré dans cet hémicycle à quelques mètres en parlant d'une forme d'infamie morale sur l'accord qui a été signé entre cette Union européenne et la Turquie d'Erdogan. Un an après, vous maintenez, vous ne vous êtes pas trompé? Plus que jamais. Plus que jamais. Qu'est-ce que je constate? C'est que l'Europe, par habitant, est plus de 3 fois plus riche que la Turquie, par habitant. Mais on a aussi 6 fois plus d'habitants que la Turquie. Autrement dit, l'Union européenne est 20 fois plus riche que la Turquie et elle accueille une fraction, une toute petite fraction des réfugiés qu'un pays comme la Turquie accueille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est quand même capable de faire mieux que ça. Et en fait, on s'est soumis à un type qui est en train de devenir un dictateur. On s'est soumis, on a rampé à ses pieds. Vous pesez votre terme de dictateur. Absolument. Il a appelé la chancelière nazie, oui. Je suis désolé, mais quand on emprisonne 100 000 personnes après un coup d'État scandaleux, je veux dire, que je condamne sans aucune réserve. Mais quand la réaction, c'est d'emprisonner l'opposition politique, vos collègues journalistes, toutes les têtes qui dépassent, et de virer 100 000 fonctionnaires et d'en emprisonner une bonne partie, eh bien, je pense que c'est une réaction que Vladimir Poutine n'aurait pas reniée. Donc vous dites que cet accord est une infamie morale. Absolument, parce donc, s'il le dénonce... tout ça parce que nous, Européens, n'avons pas eu le courage de dire faire face à l'afflux de réfugiés syriens, irakiens, afghans, c'est quelque chose qui nous dépasse. Franchement, allez, si le Liban est capable d'accueillir 250 réfugiés pour 1000 habitants, ce qui est trop. Le quart de sa population. Oui, et donc je pense que demander à n'importe quel pays de faire ça, c'est jouer la déstabilisation d'un pays. Et je pense que ce n'est pas acceptable qu'on laisse le Liban porter un fardeau pareil tout seul. Eh bien, je pense que l'Europe, sans arriver à des extrêmes pareils, l'Europe aujourd'hui accueille 2 réfugiés pour 1000 habitants. Est-ce qu'on n'est pas capable d'en accueillir 20? Moi, je connais des villages de France qui font cela, qui pour 1000 habitants accueillent 20 réfugiés. Et ils ne s'en portent pas plus mal. Ça demande des efforts, ça ne tombe pas du ciel, mais c'est possible. Donc si Erdogan dénonce cet accord sur les migrants... La réaction digne de l'Europe serait de dire, eh bien, nous allons faire face.
et nous allons lui montrer que nous aussi, nous sommes capables d'accueillir des réfugiés décemment en Europe. Est-ce qu'on lui dit également, on arrête définitivement ce simulacre de négociation sur l'adhésion éventuelle un jour ou l'autre de la Turquie? Ça, je crois. Donc, à la fois, je suis partagé dans le sens où, si vous voulez, il y a plein de démocrates en Turquie, j'ai plein d'amis en Turquie qui aspirent, enfin, qui vivent des valeurs européennes et on n'a pas envie de leur claquer la porte au nez. D'un autre côté, on ne peut pas nier que le régime turc est totalement incompatible aujourd'hui avec les valeurs européennes. Donc on peut causer, mais ça n'a aucun sens. Donc clairement, au début du régime Erdogan, la Turquie a pris un virage vers l'Union européenne. L'armée a été renvoyée dans ses casernes. Un dialogue de paix a été démarré avec le PKK, ce qui n'était quand même pas facile à faire. Oui. Et donc on a vraiment eu une orientation vers l'Europe, mais... Je veux dire, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Et clairement, on en est là avec Erdogan. On fait une pause sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. On se retrouve dans exactement 2 minutes pour d'autres thèmes d'actualité. On va notamment parler du Brexit qui démarre dans quelques jours. Retour à international, nous sommes au Parlement européen à Bruxelles à l'occasion de ce 60e anniversaire du traité de Rome qui a constitué, qui a lancé avec les 6 pays fondateur qui a lancé donc cette Union européenne qui était au point de départ purement économique. Et notre invité, c'est donc Philippe Lamberts, qui est coprésident du groupe des Verts. Il n'y a que les Verts pour trouver des noms comme ça, coprésident. Parce qu'on est deux. Hein. Vous savez qu'on a une idée assez profondément enracinée de l'égalité des genres. Voilà. Et donc c'est un homme, une femme, voilà. Comme souvent chez les Verts. Et donc, vous avez dit ma coprésidente est allemande. À Dany Cohn-Bendit, qui n'était pas tout à fait anonyme. Retour à l'actualité de la semaine, il va se passer des choses importantes. Jean-Pierre Strobans. Monsieur Lambert, cet anniversaire traité de Rome, il va à peu près se dérouler en même temps que l'activation du fameux article 50 par les Britanniques, la sortie de l'Union européenne, un événement qui paraissait totalement inconcevable il y a quelques années encore. Le Parlement va avoir un délégué dans ces négociations. Vers quel type de négociation va-t-on, à votre avis? Est-ce qu'on va punir le Royaume-Uni? Est-ce qu'on va négocier? Est-ce qu'on va tout de suite leur mettre sous le nez le chèque de 60 milliards qu'ils devraient acquitter? Comment vous voyez cette... En tout cas, le sentiment que j'ai de mes conversations avec Michel Barnier, qui sera le chef négociateur de l'Union européenne, et avec les collègues ici au Parlement européen, on se réunit avec Guy Verhofstadt pour à peu près préparer notre position. Je ne sens pas d'envie punitive, ça non. Je ne la sens pas. Je sens par contre une très grande détermination à ne pas permettre aux Britanniques d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc je pense que tout le monde réalise que le Royaume-Uni va rester à 30 km de nos côtes et donc on a intérêt à avoir de bonnes relations. Et d'un autre côté, on n'est pas prêt à les laisser se transformer en un paradis fiscal offshore à quelques encablures du continent. Donc je crois qu'il y a assez bien de détermination. Il y a une certaine inquiétude par rapport à un risque qui existe et qui a toujours existé avec les Britanniques, c'est qu'ils ne parviennent à diviser le continent. Autrement dit, on sait que depuis des siècles, le Royaume-Uni s'est employé à diviser le continent et on voit bien quel genre d'accords bilatéraux pourraient être passés. On a vu cet accord sur la défense avec l'Allemagne. On imagine bien les Britanniques proposer quelque chose aux Polonais sur le statut de leurs ressortissants en échange d'autres choses. Et donc, on voit bien que peut-être certaines places financières seraient tentées de passer des deals bilatéraux pour faciliter la réinstallation de certaines... Européens ont dit qu'ils s'interdisaient de telles négociations. Oui, bien sûr. Mais donc, je pense que ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Mais on verra dans le cours des négociations ce que ça donnera. On parle du Royaume-Uni avec cette question de Jean-Pierre Strobans. Il y a l'une des conséquences. Il s'agit des Écossais. Il y a 6 eurodéputés dans votre groupe. Ils vont partir alors que tous étaient pour le maintien dans l'Union européenne. Oui, alors ça, je ne peux pas vous cacher que c'est une situation très difficile à vivre pour eux et pour nous. Les 6 Britanniques que nous avons, 3 Anglais, 1 Galloise et 2 Écossais, étaient résolument, farouchement pour que le Royaume-Uni reste. Donc ils ont fait campagne vraiment sans aucune restriction. Et donc, ils ont plus que le vague à l'âme, parce qu'ils savent qu'au bout du chemin, c'est la sortie. Et que, en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions pour permettre à l'Écosse, qui a voté majoritairement pour rester au sein de l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour que l'Écosse garde un lien privilégié avec l'Union européenne. En fait, la seule manière de faire ça, c'est établir une frontière sur le mur d'Adrien entre l'Angleterre et l'Écosse. Et ça veut dire quand même l'indépendance de l'Écosse, ou en tout cas une frontière interne au Royaume-Uni, si l'Écosse ne s'en va pas. Et donc, je vois mal, j'ai beau être belge et avoir vécu beaucoup de réformes institutionnelles dans ce pays, je ne vois pas très bien comment on peut trouver une solution qui accommode la volonté forte des Écossais de rester en lien avec l'Union européenne. Sophie Malibaud. Quand le Premier ministre britannique Theresa May dit qu'il vaudrait mieux pas d'accord qu'un mauvais accord,
Comment est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que Ça, c'est tout le une monde dit ça. éventualité? Tout le monde dit ça. Je pense qu'en effet, donc le scénario, c'est que si au 30 mars 2019, un accord n'est pas trouvé, c'est la rupture bête et brutale, comme disait Brel, et donc sans avoir préparé la transition ni rien. Je pense que ce sera nuisible à la fois au Royaume-Uni, mais il ne faudrait pas non plus se dire que ce ne sera pas nuisible aux Européens. Je rappelle quand même que si vous considérez les 27 États de l'Union, eh bien, le Royaume-Uni est leur premier partenaire commercial, à hauteur de 17% de leur commerce, presque ex aequo avec les États-Unis. Donc, se dire que tout ça ne nous impactera pas parce que le commerce du Royaume-Uni avec l'Europe pèse beaucoup plus lourd pour le Royaume-Uni qu'il ne pèse pour les 27, c'est vrai, mais pas au point de ne nous toucher en rien. Et donc, je pense que c'est de l'intérêt des deux parties de trouver un accord. Donc, quand j'entends des messages arrogants, autant du côté du Royaume-Uni, l'air de dire, de toute façon, vous ramperez à nos pieds parce que vous avez besoin d'un accord, ou en Europe, ils vont ramper à nos pieds parce qu'ils ont besoin d'un accord. Quand j'entends ce genre de prise de position arrogante, je pense qu'elles sont nuisibles au climat des négociations. J'ai beaucoup de respect pour nos amis britanniques, et ça restera des amis, et j'ai beaucoup d'estime pour la qualité du travail qu'ils livrent ici au Parlement européen et dans les institutions européennes. Ils vont me manquer, clairement, mais Vous espérez qu'ils revotent un jour? Oui. Absolument, ça je ne le cacherai pas. Je crois que le peuple est souverain et le peuple a le droit de changer d'avis en fonction des circonstances. Une majorité de Britanniques a voté pour le Brexit, mais dans l'absolu, sans savoir quel était le deal. Je pense qu'il serait juste que le résultat de la négociation soit soumis à un référendum. Autrement dit, est-ce qu'on est content du résultat et donc c'est le Brexit, ou tout compte fait, on trouve que le résultat est pire que le statu quo et on choisit le statu quo. S'ils choisissent le statu quo, je ne le refuserai pas. Est-ce que vous êtes inquiet du sort des citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni? Bien sûr, tout comme je suis inquiet pour les Britanniques qui vivent au sein de l'Union européenne. C'est là qu'on commence à mesurer l'intérêt de l'Union européenne. Le fait qu'on puisse, comme citoyens européens, aller résider... Libre circulation. Libre circulation, alors ça a des limites, parce que la Belgique, par exemple, expulse déjà des ressortissants européens quand ils n'ont plus de travail et qui dépendent de la sécurité sociale. Donc tout ça a bien des limites, mais c'est vrai que cette possibilité d'aller s'établir, d'aller travailler, d'aller étudier un peu n'importe où en Europe, eh bien, c'est un des bénéfices très concret de l'Union européenne. Et donc oui, je m'inquiète pour les Européens qui résident au Royaume-Uni, tout comme pour les Grands-Bretons qui résident en Europe. Je pense que les uns comme les autres vont y perdre, c'est évident. Autre thème d'actualité de la semaine, il s'agit du terrorisme. Londres vient de connaître un épisode tout à fait douloureux, il y a quelques jours, et il y a un an, ici même, à Bruxelles, un attentat avait endeuillé la capitale, on s'en souvient. Je voudrais vous poser une question tout d'abord plus personnelle. Vous êtes né, vous avez grandi ici à Bruxelles. Tout près de là, ont grandi des jeunes, des hommes, un peu plus jeunes que vous, qui ont imaginé ces attentats. Est-ce que vous avez une explication au fait que des hommes qui sont comme vous, qui ont grandi dans le même contexte, aient pu imaginer ces attentats et passer à l'acte? J'ai grandi dans un quartier qui ressemble en tout point au quartier de Molenbeek, qui ont fourni beaucoup des terroristes qui ont frappé ces derniers temps en Europe. Et donc j'ai pu vivre de très près la dualité de cette ville. J'ai pu vivre de très près les situations d'exclusion que vivent beaucoup de nos concitoyens d'origine étrangère. Cette exclusion est une réalité. Alors, ça n'excuse pas, je dis simplement que les discours de haine sont des graines que l'on sème. Elles peuvent tomber sur un sol fertile ou sur un sol qui n'est pas fertile. Et je prétends qu'une société inclusive, une société de l'égalité des chances, crée un terrain qui est très peu fertile pour les semeurs de haine. Il se fait que, prenez le métro ici au Parlement européen, j'ai 10 stations de métro avant de rentrer à la maison, mais moi j'habite du côté de la ville que beaucoup de gens qui sont dans la bulle européenne ne connaissent pas. Cet autre côté de la ville, cet autre côté du canal, qui est une ville d'exclusion, une ville parfois à certains endroits de non-droit, eh bien, c'est vrai qu'on a laissé se développer finalement des sociétés... Mais vous dites on a laissé, c'est presque déjà une excuse. C'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, je dis simplement que c'est la responsabilité des décideurs politiques de faire en sorte que nos sociétés soient des sociétés d'égalité, non seulement des chances, mais aussi de résultats pour les gens. Autrement dit, que chacun, s'il se retrousse les manches, puisse arriver à quelque chose. Mon épouse enseigne dans ces milieux-là. Il y a 30 ans, on disait déjà, quand elle a commencé à travailler, on disait aux jeunes d'origine immigrée, bosse, travaille, étudie, et tu pourras t'en sortir. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu
que leurs aînés ont fait cela. Ils ont vu que quand ils s'appelaient Mohamed plutôt que Michel, eh bien, ils étaient discriminés à l'emploi, à l'embauche, et que finalement, c'était pas si simple que ça, et qu'on pouvait parfois bosser, se casser, vraiment travailler, et ne pas arriver à des résultats. Et donc tout ça n'excuse pas, mais explique pourquoi le terrain est devenu favorable. Vous parlez du phénomène de l'exclusion, mais le phénomène de la radicalisation, de l'extrémisme et du djihadisme, il y a eu quand même en Belgique un certain déni par rapport à ce phénomène. Ça a été pourtant dénoncé, maintenant mis à plat. Est-ce que vous avez l'impression que les leçons ont été tirées de cette cécité? Je n'en suis pas sûr. Parce qu'alors, face à ce phénomène-là, vous avez l'approche Karcher qu'on a connue en France et qu'on connaît avec notre ministre Jambon en Belgique, qui est une approche de confrontation. Je ne pense pas que ça donne des résultats très probants. Je pense que ça ne va pas déradicaliser les gens. Mais je pense aussi que c'est vrai qu'il y a eu une forme de déni. Quand on entend, parce que je vais dire, de nouveau, mon épouse les rencontre à l'école, elle a vu des jeunes se radicaliser. Elle a vécu des expériences pareilles. Et c'est vrai que quand on venait parfois avec des messages pareils auprès de la direction de l'école, n'en parlons pas. Et la société n'a pas changé depuis les attentats. Je pense qu'on ne prend pas la juste mesure du phénomène et que, sans qu'une majorité d'une classe d'âge devienne terroriste, on sent bien qu'il y a en tout cas une radicalisation identitaire. Et là, c'est vrai que quand on veut quelque part nier une partie de votre identité, c'est la partie de votre identité que vous allez vouloir affirmer avec d'autant plus de force. Si on vous dit, ici, c'est un pays chrétien, on ne veut pas... les musulmans, vous n'êtes jamais que tolérés ici, ben évidemment, si vous êtes musulman, vous allez vouloir affirmer avec d'autant plus de force cette partie-là de votre identité. Et je pense qu'en réalité, on ne peut pas vraiment dire qu'on vit dans une société multiculturelle. C'est trop juxtaposé, si vous voulez. C'est trop juxtaposé. Monsieur Lambert, il y a un problème qui a été mis en évidence depuis un an, c'est... On le connaissait quand on vivait dans ce pays, mais il est désormais révélé véritablement. C'est l'influence qu'exerce via les mosquées une série de pays étrangers, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui financent souvent le courant le plus intégriste. Est-ce que votre pays véritablement est conscient et va prendre des mesures J'en ai pas l'impression. Honnêtement dit, là-dessus, je continue à rester éberlué de voir qu'on a volontairement, c'est pas à notre insu, c'est volontairement qu'on a laissé des pays tiers gérer le culte musulman à notre place, alors qu'on est dans un pays de type concordataire où finalement c'est l'État qui finance les cultes. Je veux dire, d'autant plus dans un pays comme le nôtre, où l'État finance les cultes, c'est à l'État de fixer la manière dont il faut organiser tout cela, et sous contrôle de préférence de la Belgique, que de pays aussi réactionnaires que l'Arabie Saoudite. Je continue à rester sidéré de l'indignation générale de la classe politique à l'égard de l'État islamique, alors que le véritable État islamique, qui s'appelle l'Arabie Saoudite, où on lapide, où on coupe les têtes, où on finance des mosquées extrémistes, cette Arabie Saoudite est notre grand ami. D'ailleurs, Paul Magnette est très heureux d'aller y vendre des armes, François Hollande aussi, je veux dire, ce sont nos meilleurs amis, et donc on les laisse faire ce qu'ils veulent dans nos pays. Et là, je pense qu'il faut prendre le risque de la confrontation. Sophie Malibaud. Philippe Lamberts, sur le terrain, en Syrie, en Irak, on assiste à un certain recul de cette organisation de l'État islamique. Et donc, ce qui est à craindre, c'est le reflux des militants vers l'Europe. Et même, plus particulièrement, tous les enfants de ces djihadistes qui sont nés là-bas, qui n'ont connu que ça, qui ont été éduqués au djihad, qui vont revenir vers l'Europe. Le Premier ministre français a dévoilé un plan pour cet accueil. Est-ce que vous trouvez qu'il devrait y avoir une démarche européenne commune pour gérer ce problème? Je pense, de nouveau, repartons des choses élémentaires. Nous avons un espace de libre circulation en Europe. Dès l'instant où on a un espace de libre circulation, on a intérêt à avoir une approche commune vis-à-vis de risques sécuritaires de ce type-là. Donc c'est vrai que ce risque existe. Certains de ces terroristes sont des gens qui ne sont même pas allés en Syrie. Et donc le risque existe aussi, indépendamment des gens qui reviendraient du champ de bataille, le risque existe que des personnes se radicalisent sur Internet et établissent des liens avec ceux qui peuvent leur fournir les armes et les techniques pour commettre des actes. Et vous savez, vous servir d'une voiture comme un bélier, il ne faut pas avoir suivi beaucoup de leçons pour le faire. Et donc ce risque-là existe, et c'est un risque par rapport auquel nous n'avons pas des moyens de nous prémunir intégralement. Je prends souvent l'exemple de la Chine, qui est probablement l'État le plus policé, le plus surveillé au monde, peut-être à l'exception de la Corée du Nord,
Il y a des attentats terroristes en Chine, à la gare de Chengdu, sur la place rouge, enfin sur la place Tiananmen, pardon, en plein cœur du pouvoir chinois. Vous avez eu un attentat de la part de terroristes ouïghours. Et donc, on voit que même quand on met tout le monde sous surveillance, on ne parvient pas encore à éradiquer le risque. Donc, on sait que nos sociétés, qui sont beaucoup plus ouvertes que la société chinoise, s'exposent à ce genre de risque. Est-ce qu'il faut accepter cette fatalité? Non, mais il faut savoir qu'on ne pourra jamais totalement s'en prémunir. Ceci étant, ce n'est pas une excuse pour ne pas mettre sous surveillance les personnes qui sont identifiées comme étant dangereuses, mais de nouveau, sans tomber dans les excès. Quand on met quelqu'un sous surveillance, ça doit être sous mandat judiciaire. Autrement dit, il faut qu'un juge vérifie qu'il y ait des justifications pour le faire. Et par ailleurs, il faut éviter de tomber dans l'excès qu'on connaît en Belgique, qu'on connaît en France, où on criminalise l'intention. Je veux dire, quand on commence à mettre dans nos codes pénaux qu'une intention est criminelle, je veux dire, où va-t-on? Ça veut dire qu'on n'a encore rien commis et que déjà on est un criminel. Et si c'est le cas pour le terrorisme, demain ça peut être pour bien d'autres raisons. Ça commence à ressembler à des délits d'opinion. Et donc attention. Philippe Lamberts, nous sommes ici donc au Parlement européen. Je le rappelle, si vous prenez cette émission en cours à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome, nous parlons donc de cette construction européenne. Il y a dans les mois qui viennent 2 grandes échéances électorales. Il y a l'Allemagne, où quel que soit le vainqueur, il sera plutôt la chancelière ou Martin Schulz, donc plutôt pro-européen bien sûr. En France, plus de la moitié des candidats, petits ou grands, est soit eurosceptique, soit contre l'Europe. Oui. Ça vous inquiète? Oui, absolument, parce que c'est évident que le couple franco-allemand est quand même à la racine du projet d'intégration européenne. Et si d'aventure la France devait prendre le chemin d'une sortie de l'euro et ou de l'Union européenne, c'est évident que c'est l'édifice dans son ensemble qui serait profondément ébranlé. Je ne sais pas si le coup serait fatal, mais en tout cas, il serait d'une gravité extrême. Et donc j'espère que ce scénario ne se passera pas. Ceci étant, nous devons répondre aux raisons pour lesquelles une fraction importante de nos concitoyens ne se retrouve plus dans le projet d'intégration européenne. De nouveau, si ce projet n'est pas en mesure d'assurer une certaine justice sociale et des libertés pour tous et pas juste pour quelques-uns, il est évident que ce projet retournera à un moment contre lui la majorité de nos populations. Et donc je pense qu'il y a un travail urgent de changement de cap à mettre en œuvre. Et ça, je ne l'entends pas toujours du côté de la campagne électorale, ni française ni allemande. Le mot Frexit, que l'on commence à entendre, basé comme pour le Brexit, c'est-à-dire la sortie de la France de cette Union européenne, c'est de la science-fiction, c'est joie se faire peur? Ou est-ce que vous, qui connaissez, vous voyez ici le groupe d'extrême droite de Marine Le Pen, vous vous dites, c'est possible? Il faut s'éviter de jouer avec le feu et j'ai appris ma leçon. Jusqu'au 23 juin, j'aurais parié sur un résultat 52-48 au Royaume-Uni en faveur du maintien dans l'Union européenne. Et j'ai été surpris, je pense comme tout le monde, y compris par les partisans du Brexit, par le résultat inverse. Et donc je me garderais bien de faire un pronostic. Le pire n'est jamais sûr, mais ce serait irresponsable pour un décideur politique d'ignorer la possibilité d'un Frexit. Et donc je pense que si on prend cette possibilité au sérieux, eh bien alors nous devons prendre des mesures pour faire en sorte qu'une majorité de nos concitoyens se retrouvent dans l'Union européenne. On regroupe un peu facilement parfois ce sentiment anti-européen sous l'étiquette populiste. Il y a un populisme de gauche, de droite. Oui. Il est souvent anti-européen. Je crois que vous avez tenté à un moment une négociation avec le mouvement 5 étoiles italien. Comment est-ce qu'on négocie avec ces gens-là et quel était le but quel peut être le résultat? Ça n'a pas fonctionné. Votre collègue Guy Verhofstadt a tenté une opération du même genre qui n'a pas fonctionné non plus. Quel était le but Le but était simple. C'est en regardant le programme du mouvement 5 étoiles, le programme d'origine de ce mouvement, c'est un programme très largement écologiste. Et donc on se retrouve sur les questions de démocratie participative, on se retrouve sur les questions de protection des biens communs, de protection de l'environnement, etc. Mais on a vu la tournure qu'a pris le mouvement 5 étoiles ces dernières années. Nous avions donc des discussions suivies depuis le début du mandat parce qu'on se disait que ça avait plus de sens qu'il siège avec nous plutôt qu'avec les eurosceptiques de Nigel Farage, mais on n'a pas pu ne pas voir l'évolution de ce mouvement, en particulier en Italie, qui est devenu non seulement de plus en plus anti-européen, mais je dirais germanophobe. L'attitude de Beppe Grillo sur la question migratoire, justement, est une attitude extrêmement ambiguë, de sorte qu'on s'est dit à la fin des fins, on ne va pas leur faire une proposition de rapprochement parce qu'on voit bien que la ligne qu'est en train de prendre le mouvement
l'éloigne de plus en plus de ce qui fait le cœur des valeurs des Verts. Et quand j'ai appris que Guy Verhofstadt et les libéraux discutaient avec eux, je me disais, mais si c'est difficile pour nous, ça doit être d'autant plus difficile pour eux, puisque, par exemple, les 5 étoiles sont contre les traités de libre-échange néolibéraux, ce que nous sommes aussi. Par contre, Guy Verhofstadt et ses amis sont farouchement pour. Donc je me disais, si c'était difficile pour nous, ça aurait été encore plus difficile pour eux. Donc je n'ai pas compris Guy Verhofstadt. Je pense que c'est une démarche opportuniste qui a échoué, et bon, ça, il l'a cherché. Sophie Malibaud. Alors, c'est peut-être un scénario extrême, mais imaginons qu'on arrive à un référendum sur le Frexit, par exemple. Est-ce que une Europe avec un nouveau départ d'un pays de l'envergure, enfin de la France, comme la France, par exemple, est-ce que l'Europe subsisterait à ça? Je n'en sais rien, mais en tout cas, comme je vous dis, la France et l'Allemagne sont à la racine de l'arbre qu'est devenu l'Union européenne. Je ne sais pas si quand vous retirez une grosse racine à un arbre, il tient encore. C'est une question d'équilibre, c'est une question de nourrir l'arbre. C'est vrai que la France, depuis assez longtemps, n'exerce plus le rôle de leadership qu'elle a exercé en Europe pendant très longtemps. Donc le couple franco-allemand tant vanté, vous savez, le dernier souvenir que j'en ai, c'est essentiellement Mitterrand-Kohl. Chirac-Schröder, c'était déjà plus déséquilibré. Et je dirais que Sarkozy-Merkel ou Hollande-Merkel, c'est en fait un couple à une personne. C'est Merkel qui fixe la ligne et le président français qui s'adapte. Donc on a besoin d'une voix forte de la France en Europe. Parce que j'ai énormément de respect et d'admiration pour l'Allemagne, mais l'inconscient collectif de l'Allemagne sur les questions économiques, sur la question de la dette, sur la question de l'inflation, est un inconscient qui est toxique et qui doit être... on doit entendre d'autres voix pour mener de bonnes politiques en Europe. Et quand, si vous voulez, la politique est dictée par l'inconscient collectif d'un seul pays, on n'est jamais dans de bonnes mains. Et que ce soit l'Allemagne ou n'importe quel autre pays. L'Europe, c'est l'unité dans la diversité, j'insiste là-dessus. Et s'il n'y a pas de diversité au sommet ou dans le leadership, on est vraiment mal barré. Philippe Lamberts, nous sommes donc ici, je le rappelle, à Bruxelles, au Parlement européen. Dans l'opinion publique, Bruxelles, c'est presque le nom symbole aujourd'hui d'une technostructure peu démocratique, d'un Parlement qui n'a pas au fond de poids. Alors c'est une caricature où vous vous dites que cette Union européenne, 60 ans après sa création, elle a encore beaucoup de progrès à faire vers une vraie représentation des 500 millions d'Européens. Alors, j'entends bien les arguments d'une technostructure, et il y a de la technostructure ici. Mais n'allez pas raconter, et ça je peux le dire à un Français, qu'il n'y a pas une technostructure à Paris. N'allez pas me dire non plus que l'Assemblée nationale a beaucoup de pouvoir dans un régime avec le 49-3. Enfin, il ne faut quand même pas rigoler, quoi. L'affaiblissement du pouvoir des parlements, c'est un phénomène qu'on observe partout. L'affirmation du primat de l'exécutif, on le ressent partout. Et le Parlement, il fonctionne à 750 Il fonctionne à 750 quand il veut assumer ses responsabilités. Je rappelle que j'ai fait partie de cette bataille-là quand on a limité les bonus des banquiers. C'est parce que le Parlement l'a voulu. Le Conseil n'en voulait pas, la Commission n'en voulait pas, et pourtant, le Parlement a imposé ses vues. Quand le Parlement veut, le Parlement peut. Encore faut-il qu'il veuille. En même temps, est-ce que ce n'est pas un petit peu décourageant pour les lecteurs européens lorsque on voit qu'un accord commercial, par exemple, passe le cap du Parlement européen et qu'ensuite les parlements nationaux, je parle par exemple de l'accord avec le Canada, les parlements nationaux peuvent ensuite revenir en arrière et annuler cette... Écoutez, on n'a pas fédéralisé toutes les compétences en Europe. Et si l'Union européenne s'en était tenue à passer avec le Canada un accord qui se tienne aux compétences exclusives de l'Union européenne, il était tout à fait normal que cet accord soit approuvé au niveau exclusivement européen. Et c'est démocratique, je veux dire, nous sommes élus par les mêmes citoyens qui élisent les députés à l'Assemblée nationale, au Bundestag, etc. Donc, je veux dire, on n'a pas de problème de légitimité inférieure à la légitimité des parlements nationaux. Ceci étant, à la Commission européenne et les États ont voulu négocier des choses, notamment sur la protection des investisseurs, qui dépassent les compétences des États membres, les compétences exclusives de l'Union. Et dès l'instant où vous empiétez sur les compétences des autres, ne vous étonnez pas que les autres se rebiffent et disent « Attention, ça c'est ma compétence et je veux avoir mon mot à dire là-dessus ». Philippe Lamberts, nous sommes à quelques mètres, je le disais, de l'hémicycle de ce Parlement européen. Vous suivez actuellement l'actualité française avec ses emplois familiaux au Parlement. Avec ce feuilleton quotidien. Ouais. Ici, c'est interdit. On n'a pas le droit d'embaucher des gens de sa famille. Vous êtes en avance au niveau éthique sur certains parlements, dont celui de la France ? Oui et non. Donc oui, sur cette disposition-là, oui, sur beaucoup de transparence dans les amendements qui sont déposés, etc. Sur la question de comment l'argent est dépensé au Parlement européen, je pense qu'il y a des efforts de transparence supplémentaires à faire pour montrer comment l'argent du contribuable est dépensé. Donc il y a la réserve parlementaire en France qui est
assez opaque. On a aussi nos zones d'opacité au niveau européen et je pense que le Parlement gagnerait en crédibilité à jeter un petit peu plus de lumière sur tout ça. Oui, justement, l'affaire qui entache le Front National, les emplois fictifs, Oui. est-ce que ça choque beaucoup au Parlement? Est-ce que ça provoque des remous et un effort de transparence? Dernière question de Sophie Malébaud. Oui, donc est-ce que ça choque beaucoup? Ça n'a pas suscité énormément d'émotions ici. Il y a des règles qui fixent que les assistants accrédités, c'est-à-dire ceux qui sont payés pour travailler dans ce bâtiment-ci ou dans le bâtiment à Strasbourg, doivent y travailler. C'est relativement simple, c'est pas compliqué Ah, on est de les obligé de respecter. travailler pour être payé. Mais ces personnes travaillaient, simplement ils travaillaient hors de l'objet Bien sûr. pour lequel ils étaient payés. Ça, c'était le problème. Donc, vous savez, quand vous êtes député européen et que vous travaillez, vous avez besoin de vos assistants si vous travaillez dans ces institutions. Et donc, soyez députée européenne, Madame Le Pen, et vous aurez besoin de vos assistants ici et pas ailleurs. Merci beaucoup, Philippe Lamberts. On avait promis à nos téléspectateurs et auditeurs une parole libre. Elle l'a été. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro d'International sur un autre thème d'actualité. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur les différentes antennes.